parfait. On a trouvé ds d'un gaz parfait, et donc on sait calculer delta S pour n'importe quelle transformation d'un gaz parfait. Il suffit de connaître les termes initiales, T1, V1, P1, T2, V2, P2. Donc ici, T1, V1 suffit. 2 paramètres suffisent pour trouver delta S. Et donc, je vous avais demandé de faire la même chose, mais en variable T et P. Alors, allons-y. Donc, principe, dès qu'on voit P, on pense à H. On va partir de H. Donc, on connaît DH d'un gaz parfait, NCP molaire dt, et CP molaire, c'est CV molaire plus R, ou c'est aussi en fonction de gamma, gamma R sur gamma moins 1. Ensuite, on connaît la définition de H, c'est U plus PV, donc la différentielle de H, je redémontre rapidement plutôt que de m'encombrer la tête avec plein de formules. C'est DU de plus PV, DU plus PDV plus VDP, donc la différentielle du produit PV. Je remplace DU par l'identité thermodynamique moins PDV plus TDS. Les termes identiques se simplifient, donc on a ce terme-là et ce terme-là. Et il me reste donc VDP plus TDS. On a l'habitude de mettre plutôt l'entropie après. Donc TDS égale DH moins VDP. Et j'en déduis DS égale DH moins VDP divisé par T. Donc DH sur T moins VDP sur T. DH, c'est un gaz parfait, NCP molaire dt. Et puis V sur T, j'utilise l'équation d'état, ça fait NR divisé par P. Et donc j'ai un terme qui ne dépend que de la température et un terme qui ne dépend que de la pression. Donc voilà la différentielle de S en fonction de T et P. Et donc je sais calculer delta S entre deux états quelconques, 1 et 2, c'est l'intégrale de ds. C'est l'intégrale de NCP molaire dt sur T qui ne dépend que de la température contre T1 et T2, plus l'intégrale de moins 1R dP sur P qui ne dépend que de la pression entre P1 et P2. Primitive de dt sur T, ln de T, ln de T1 moins ln de T2, pardon, ln de T2 moins ln de T1, soit ln de T2 sur T1. Et puis dP sur P, même chose, un log de P2 moins log de P1, c'est-à-dire log de P2 sur P1. Ça va, vous avez ça? Ou il y a des points de la démonstration à expliciter? Donc en fait, tout ça, je peux le redémontrer à partir juste de DU, égale moins PDV plus TDS. Pour vous montrer que c'est pas la peine de s'encombrer la tête de trop de formules. Cette formule, on peut la retrouver sans problème. Donc, ce que je voudrais, c'est que vous sachiez refaire cette démonstration à partir de la définition de H. Un petit commentaire, est-ce que c'est logique? Si T2 est plus grand que T1, le premier terme est positif. Donc si la température augmente, l'entropie augmente, le désordre augmente. Oui, c'est logique. Et si la pression augmente, ah, tiens, il y a un terme négatif ici. Donc si P2 est plus grand que P1, le terme moins NR log de P2 sur P1 est négatif. Donc si j'augmente la pression, donc si je comprime le gaz, je vais vers un état plus ordonné. Donc l'entropie diminue. Donc si je prends un gaz et que je le comprime beaucoup, à votre avis, je vais obtenir quoi au bout d'un moment même? Un liquide ou un solide? Un liquide d'abord, et éventuellement un solide. Voilà. Donc vous voyez qu'effectivement, quand on comprime, on va vers un milieu plus ordonné. Donc c'est normal qu'il y ait ce moins qui exprime que l'entropie diminue quand la pression augmente. Donc on a trouvé la différentielle de S, donc par intégration, on peut trouver la primitive S de T et P qui dépend donc, qui vaut NCP molaire log de T, moins NR log de P, plus une constante d'intégration. Donc l'entropie d'un gaz parfait dépend de T et P. Donc on a deux possibilités, soit l'entropie en fonction de T et V, soit l'entropie en fonction de T et P.
Alors, il y aurait même une troisième possibilité, c'est l'entropie en fonction de V et P. En pratique, ça sert quasiment à rien, donc je le fais jamais. Et les deux expressions en fonction de T et V et T et P me suffisent largement. Ça va pour cette page? Oui. Oui. Ok. Donc on sait calculer delta S d'un gaz et puis d'une phase condensée, liquide ou solide. Alors après, s'il y a des changements d'état, ça sera un peu plus compliqué, on verra plus tard. Donc pour l'instant, on se limite à un système monophasé. Alors maintenant, on va apprendre à calculer la variation de l'entropie pour une transformation, c'est-à-dire en fait une transformation réelle irréversible. Donc ça, on en a déjà parlé un petit peu dans le cours précédent, un état 1, un état 2, via une transformation réelle, a priori irréversible. On a le deuxième principe, delta S, c'est S échange plus S création. On a une formule pour S échange de la transformation réelle. C'est l'intégrale de delta Q sur T extérieur. Donc si on connaît T extérieur, a priori, on doit pouvoir calculer ça. Et par contre, S création, on n'a pas de formule, mais on a une propriété, on sait que c'est positif ou nul si c'est réversible. Mais il n'y a pas de formule, donc c'est pas calculable. Donc on est bloqué. Donc ce terme-là n'est pas calculable. Donc delta S n'est pas calculable sur la transformation réelle. Oui, mais on peut le calculer sur un chemin imaginaire réversible. Delta S ne dépend pas du chemin. Il n'y a pas de S création, puisque c'est réversible. Donc c'est que le S échange. Échange évidemment de la transformation réversible. C'est pas le même S échange. C'est l'intégrale de delta Q sur T extérieur. Oui, mais si c'est réversible T extérieur, sur cette transformation, c'est forcément égal à T. Donc ça devient delta Q sur T. Et puis je peux préciser delta Q réversible. Et puis on a dit, c'est aussi l'intégrale de ds, si vous connaissez la différentielle de S du système. Donc si c'est un gaz pur, ou un liquide pur, ou un solide pur, ds, vous connaissez. On aura soit ceci lorsque le système est un peu plus compliqué, lorsque par exemple il y a un changement d'état, donc la différentielle d'un système où ça change d'état, c'est compliqué, vous ne connaissez pas. Donc de temps en temps, ça ramènera à cette forme. Alors allons-y. Une transformation, donc une expérience historique réalisée par Joule et Gay-Lussac. Donc Joule, c'est un physicien anglais, et Gay-Lussac français, près de Limoges. Enfin, originaire d'un petit village qui s'appelle, enfin, d'une petite ville qui s'appelle Saint-Léonard-de-Noblat, près de Limoges, et puis qui a travaillé ensuite à Paris. Donc, deux compartiments rigides, calorifugés, à gauche un gaz, à droite un compartiment vide. Et tout d'un coup, on ouvre la vanne, et le gaz, eh bien, évidemment, va aller occuper tout l'espace qu'on lui propose. On appelle ça une diffusion. Le gaz diffuse dans le vide. Et en même temps, comme le volume augmente, on peut appeler ça une détente. Donc on peut appeler ça une détente du gaz dans le vide, avec diffusion. Et comme c'est calorifugé, on peut dire que la transformation est adiabatique. Donc le gaz a P1, V1, T1, le compartiment vide a V0, le gaz a P2, V2, T2. Le volume est une grandeur extensive additive, donc le volume final occupé par le gaz, c'est la somme des volumes évidemment. Et par contre, pression et température ne sont pas additifs. Attention. P2, forcément, sera plus petit que P1. Le même gaz occupe un volume plus grand, la pression. C'est que lorsqu'un gaz se détend, normalement, il se refroidit. Alors là, c'est un peu particulier, c'est une détente dans le vide. Alors, voyons voir. On écrit le premier principe, delta U du gaz égale W plus Q. Qu'est-ce qu'on a comme travail? Il n'y a que le travail éventuellement des forces pressantes. Intégrale de moins P extérieur dV. Oui, mais P extérieur, c'est qui? C'est la pression du vide. Ah, mais la pression du vide, c'est zéro. Donc le milieu extérieur, n'exerçant pas de pression, il n'exerce pas de force. Donc le gaz ne reçoit pas de travail.
D'accord. Au fur et à mesure qu'il va diffuser, le front du gaz va se déplacer vers la droite, et puis il n'y a rien qui s'oppose à lui, donc il n'y a personne qui travaille contre lui, on va dire. Il ne reçoit pas de travail du tout. Et puisque c'est calorifugé, il ne reçoit pas d'énergie thermique. Donc, s'il ne reçoit pas l'énergie, son énergie interne ne varie pas. Et on sait que l'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de la température. Conclusion, la température ne varie pas. Donc T2 égale T1. Un gaz qui se détend dans le vide ne change pas de température. Alors qu'un gaz qui se détend dans un milieu qui n'est pas un vide se refroidit normalement. En fait, cette expérience est une expérience historique. Les physiciens ont réalisé cette expérience et ils ont T1 était égal à T2. Et ils ont déduit que l'énergie d'un gaz fait ne dépend pas de la température. Puisque le premier principe dit delta U gaz égale. On voit que T égale T2 expérimental. Alors, comme U ne varie pas, c'est que U ne dépend que de la température. Puisque pression, volume varie, mais U varie. Donc U ne dépend que de la température. La loi de Joule qui découle de la détente de Joule-Gallus. La pression, je peux la calculer. La loi des gaz parfaits. Le volume augmente, donc la pression chute. Ça va pour le premier principe? Alors maintenant, deuxième principe. On va calculer delta S. Delta S du gaz. S échange plus S création. C'est adiabatique, Q égale 0, donc il n'y a pas d'S échange. Donc c'est que S création. Je peux réfléchir tout de suite. Est-ce que ma transformation est réversible ou pas? J'ouvre la vanne, le gaz se répand à droite. Est-ce que si j'attends, spontanément, les molécules de gaz vont revenir à gauche et recréer du vide à droite? Clairement non, c'est irréversible. Donc je peux préciser, le S création d'une transformation irréversible est forcément positif. Donc je sais que ce truc-là va être positif, mais je ne sais pas le calculer. Donc on est bloqué là. Comment débloquer le problème? On va calculer delta S sur un chemin imaginaire réversible. Je connais l'état initial, je connais l'état final. Alors delta S, donc on a dit, il y a deux façons de le calculer. Soit c'est l'intégrale de delta Q réversible sur T, soit c'est l'intégrale de ds si on connaît ds. C'est un gaz parfait. Donc ds d'un gaz parfait, je connais. Donc je vais utiliser la deuxième méthode. Je vais intégrer ds entre l'état 1 et l'état 2. Intégrale entre 1 et 2 de ds. ds d'un gaz parfait. Donc si je ne me rappelle plus, je peux le redémontrer. Je pars de l'identité thermodynamique. du égale moins pdv plus tds. Donc ds égale du plus pdv sur t. du c'est ncv molaire dt. Donc ncv molaire dt sur t. P sur t c'est nr sur d. Et voilà, j'ai retrouvé ds d'un gaz parfait. J'intègre ça. La température ne variant pas, il n'y a que le deuxième terme qui est non nul, équivaut primitive de ça ln de v. nr log de v2 moins log de v1. Donc nr log de v2 sur v1. Et v2 c'est v1 plus v0. Ce terme-là est donc plus grand que 1. Donc le log est positif. Donc je trouve que delta S du gaz est une grandeur positive. Je reviens à la transformation réelle. Voilà, j'ai calculé delta S du gaz. Et c'est S création. Donc ça y est, j'ai S création, qui est une grandeur positive. C'est normal. C'est ce que j'attendais. Une transformation irréversible est forcément associée à un S création positif. Donc la petite phrase qu'on attend, c'est il y a création d'entropie par irréversibilité de la transformation. Et on précise la cause de l'irréversibilité, qui est ici un phénomène de diffusion. Il n'y a pas la même concentration de gaz à gauche et à droite. En l'occurrence, elle est nulle à droite. Donc le gaz se répartit uniformément par diffusion dans les deux compartiments.
tout est clair. C'est pas toujours simple, hein, les calculs de delta S, donc normalement, c'est pas toujours clair. On en fait un deuxième pour voir. Alors ça, c'est une expérience qu'on avait déjà décrite. Un gaz qu'on enferme dans un cylindre. Donc le cylindre laisse passer, j'ai pas assuré, donc on dit que les parois sont diathermanes, laisse passer la chaleur. Donc le gaz est à la température du milieu extérieur, T1 égale T0, équilibre thermique. Et la pression du gaz vaut la pression de l'air qui est au-dessus, P1 égale P0, équilibre mécanique. Et puis V1 tel que P1 V1 égale nRT1. Tout d'un coup, on pose une masse et on fait une compression du coup brutale qui nous amène à l'état final où la pression vaut P1 plus le surcroît de pression dû à la masse, mg sur S, et puis P1 c'est P0 au passage. On attend suffisamment longtemps pour que le gaz revienne à la température du milieu extérieur qui joue le rôle de thermostat, donc T2 égale T0, équilibre thermique. Et le volume évidemment est plus petit, on a fait une compression. Donc compression brutale, avec retour à la même température, d'où le terme monotherme, T initial égale T final égale T0. D'abord, on écrit le premier principe, delta U égale W plus Q. Et puisque la température ne varie pas, quand on intègre delta U, on trouve 0. L'énergie interne du gaz parfait ne varie pas puisque sa température ne varie pas. Donc ça veut dire que la somme des échanges énergétiques, W plus Q, est forcément nulle. Q, j'ai pas de formule puisque c'est monotherme, donc je suis bloqué, donc je vais calculer W et je vais en déduire Q. W, c'est du travail de force pressante. Ça commence à travailler à partir du système de l'état où vous mettez la masse, donc à partir de l'état hors équilibre jusqu'ici. Et durant cette transformation, c'est la même force qui appuie, c'est la même pression, P extérieure, qui vaut P0 plus mg sur S. Donc comme elle est constante, je la sors de l'intégrale. Intégrale de dV, V2 moins V1. Et la pression extérieure, eh bien c'est la pression finale, c'est P2. Donc moins P2, V2 moins V1. On pourrait le laisser sous cette forme-là, mais ce que j'aimerais, c'est revenir à la température. Donc je prends l'équation d'état des gaz parfait, V c'est nRT sur P, et on peut simplifier ça du coup en nRT0, facteur de P2 moins P1 sur P1. L'idée, c'est d'utiliser la température et d'utiliser les deux pressions. Donc ça me permet de voir le signe du travail. P2 est plus grand que P1. Ici, c'est positif. Le travail reçu est bien positif. C'est bien une compression. Et Q, c'est l'opposé du travail. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous comprimez brutalement le gaz, il s'échauffe et donc il donne de l'énergie thermique vers le milieu extérieur, puis il revient à T0. Donc, c'est logique d'avoir un transfert thermique vers l'extérieur. Alors, maintenant, on applique le deuxième principe. Delta S, c'est S échange plus S création. S échange, il n'est pas nul puisque c'est pas adiabatique. Et S création, si c'est brutal, a priori, c'est irréversible. Donc, ça doit être positif. Mais on ne sait pas le calculer. Alors, S échange, il y a un échange, on doit pouvoir le calculer. C'est l'intégrale de delta Q sur T extérieur. T extérieur, c'est qui l'extérieur? C'est l'air, qui a la température T0, constante, donc on peut le sortir de l'intégrale. Il me reste donc intégrale de delta Q sur T0, et intégrale de delta Q, c'est Q. Donc Q sur T0. Q, je viens de le calculer. Donc S échange est calculable. S échange est négatif. C'est normal, l'échange a lieu vers le milieu extérieur, hein, départ d'énergie thermique. Donc le S échange est négatif. S échange n'a pas de signe imposé. On peut recevoir l'énergie thermique, S échange positif. On peut en donner S échange négatif.
Ok, donc celui-là, je sais le calculer, mais celui-là, je ne sais pas. Donc, je vais faire la même astuce que tout à l'heure. Je calcule delta S sur la transformation imaginaire réversible qui permettrait de passer du même état initial au même état final. Donc, si c'est réversible, nécessairement, ça doit être pas brutal, quasi statique. Donc, ça veut dire que j'appuie tout doucement, le gaz ne s'échauffe pas, j'appuie encore un tout petit peu, etc. Du coup, le gaz reste à la température T0, donc ça devient forcément isotherme pour la transformation réversible. Au lieu d'ajouter la masse d'un coup, on ajoute une micromasse, on attend l'équilibre, on ajoute une micromasse, on attend l'équilibre, etc. Et ça prend un temps infini, et durant cette transformation, du coup, la température ne varie pas. Alors, je peux faire intégrale de delta Q réversible sur T, ou je peux faire l'intégrale de ds si je connais ds du système. C'est un gaz, oui, je connais. Alors, est-ce que j'utilise du ou dh? Donc, ici, je m'intéresse à la pression. Quand je m'intéresse à la pression, j'utilise H. Allons-y pour H. Donc, l'identité thermodynamique, dH égale VDP plus TdS. Donc, ds égale dH moins VDP sur T. On redémonte rapidement. dH, c'est NCP molaire dt sur T. V sur T, c'est NR sur P. Hop, ça y est, on a retrouvé la différentielle de S d'un gaz parfait. Il n'y a plus qu'à l'intégrer entre les deux bornes. Les bornes ici, c'est les mêmes. Autrement dit, ce terme-là vaut 0. Et on n'a que le terme, dû à la variation de pression. Moins NR log de P, entre P2 et P1. Moins NR log de P2 moins log de P1, ou log de P2 sur P1. Delta S du gaz est négatif. On comprime un gaz à température constante, donc on l'ordonne. Donc le désordre diminue, S diminue, delta S négatif, c'est normal. Il faut vraiment avoir ce réflexe en thermo, je calcule un truc, je vérifie le signe, est-ce que le signe est cohérent. Voilà, j'ai eu accès à delta S gaz, ça c'est bon, je connais. S échange réel, je le connais, donc par différence, j'ai accès à S création. Delta S moins S échange. Donc on peut factoriser par NR, et on a un terme qui dépend que des pressions, et ça j'affirme que c'est positif. Pourquoi? Donc ça c'est une démo qu'on avait fait dans un cours précédent. Durant la transformation, on fait une compression, la pression augmente, elle est plus grande que P1, donc 1 sur P est plus petit qu'1 sur P1, et ensuite on intègre ça à gauche et à droite entre P1 et P2. À gauche, ça me fait un log, et à droite, comme P1 est une constante, on la sort de l'intégrale, et l'intégrale de dP, P2 moins P1. Donc ce terme-là est plus grand que celui-là. Donc la différence est positive. Donc j'ai trouvé un S création positif, qui est cohérent, et j'en déduis que la transformation est irréversible. J'essaye de préciser pourquoi. Alors il y a des frottements, dès que c'est brutal, il y a des frottements fluides, même s'il n'y a pas de frottement entre le cylindre et le piston, même si c'est parfait, sans frottement, il y a des frottements fluides, donc à l'intérieur du gaz. Et puis le gaz s'échauffe à cause de ces frottements, il devient plus chaud que l'air extérieur, un corps chaud, un corps froid, ça y est, on a un transfert thermique irréversible. Donc en fait, les deux on peut dire, sont liés. Le gaz s'échauffe à cause des frottements, et ça occasionne un transfert thermique irréversible. Donc ces deux pages, elles sont en général assez délicates. Comment calculer un delta S? Le S échange est calculable pour la transformation réelle. Le delta S se calcule sur un chemin imaginaire réversible. Et le S création se déduit par différence. Donc ça, c'est une subtilité particulière pour les calculs d'entropie.
Aucune question. C'est louche. Moi, j'avais une petite question. Oui. Par rapport à la pression extérieure, pourquoi on dit pas que c'est P0 mais P2? Enfin, pourquoi on dit que c'est Alors P2 ça, et pas P0? effectivement, c'est une question intéressante. Au début, P extérieur, c'est P0. Mais ça bouge pas. Il n'y a pas de transformation. Et ça va commencer à bouger uniquement une fois que tu appuies, que tu mets la masse. D'accord? Donc, tu veux calculer le travail. Le travail de quoi? De la force qui appuie. Et la force qui appuie, c'est quoi? C'est la force pressante de l'air, plus le poids qui appuie en plus. Et donc, on va réunir ces deux forces en une force globale pressante, en disant tout se passe comme si c'était un système de pression plus grande, de pression P0 plus mg sur S. Et là, on tient bien compte des deux forces, la force pressante de l'air plus la force exercée par la masse. On est bien d'accord que s'il n'y a pas de masse, il ne se passe rien. Il faut bien tenir compte de cette force. Et je la mets dans la pression. Force sur une surface, c'est homogène à une pression. Enfin, c'est équivalent à une pression. Donc P extérieur représente l'ensemble des forces extérieures qui appuient sur la surface. Merci. C'est vrai, c'est une question délicate, ça. Donc ça, c'est la définition de P extérieur, en fait. C'est la pression équivalente qui tient compte de toutes les forces extérieures qui appuient sur le système, qui appuient sur la surface du système qui bouge. Pas d'autres problèmes? Bon. Alors, je vous propose du coup un exercice qui traite du refroidissement d'une tasse de café. Donc la thermo s'intéresse en fait à tous les domaines dès qu'il y a un échange d'énergie. Donc une tasse de café qui se refroidit, elle se refroidit parce qu'elle perd de l'énergie. Et si on vous donnait une puissance de fuite, le rapport transfert thermique, autrement dit, à partir de ça, je peux isoler delta QP et si la puissance, donc l'énergie divisée par dt, vaut ça, alors delta QP égale moins 1t moins t extérieur dt. Donc regardons ce modèle physique. L'énergie thermique perdue, alors elle est négative parce qu'elle sort de la tasse, est proportionnelle à la durée dt et proportionnelle à l'écart entre la température de la tasse et la température de l'air extérieur. C'est parce qu'il y a un gradient thermique, un écart de température, qu'il y a un transfert thermique. D'accord? Donc le transfert thermique est proportionnel à l'écart de température et est proportionnel à la durée. Ça a du sens physiquement, ça. Et puis il y a une constante de vent positive qui tient compte du fait ça dépend de la taille du système, ça doit dépendre de la capacité thermique de la tasse de café, le petit a, donc on va voir. Alors, on cherche comment varie la température en fonction du temps. Déjà, sans faire aucun calcul, est-ce que vous avez une petite idée de comment varie la température d'une tasse de café en fonction du temps? Est-ce que, à quoi va ressembler la courbe à votre avis? Elle va diminuer. Alors ça va diminuer, d'accord, mais de quelle manière? Est-ce que ça diminue de manière linéaire? Pas linéaire. Si c'est pas linéaire, est-ce que c'est plutôt une hyperbole, une exponentielle décroissante? Exponentielle décroissante? Alors, une exponentielle décroissante. Voyons voir. Hop. Si je trouve ma souris qui... Ah, voilà. Attention. Hop.
Voilà, j'ai fait l'expérience. Alors, il faudrait que je diminue un petit peu. Voilà. Donc j'ai fait l'expérience, une tasse de café, un thermomètre, et une bonne dose de patience, puisque j'ai fait l'expérience pendant un peu plus de 100 minutes. Donc au moment où je verse l'eau bouillante dans la tasse, puis évidemment elle se refroidit un petit peu tout de suite, donc on part de 91 degrés, et voilà le refroidissement d'une tasse de café. Et pour arriver à un peu plus de 20 degrés, sachant que l'air extérieur était à 18,5, il m'a fallu un peu plus de 100 minutes. Puis là j'en ai eu marre. J'ai pas attendu les 18,5. Donc vous voyez, c'est clairement pas linéaire. Et ça ressemble à effectivement une exponentielle décroissante. Donc l'idée de cet exercice, c'est de démontrer cette loi de décroissance exponentielle. Alors je ne sais pas si certains ont réussi ou pas. C'est pas évident, hein. On va y aller doucement. Alors déjà, première chose, puisque on me parle d'une puissance pendant dt, enfin de delta Q pendant dt, alors je vais écrire une transformation élémentaire de durée dt. Donc la tasse est la température T, à la temps petit t. J'attends dt, alors la tasse passe à T plus dt. Instant T plus dt. Ça vous convient ça comme écriture ou pas? Il n'y a pas une erreur? Il n'y a pas quelque chose qui vous choque? La température, qu'est-ce qu'elle fait? Elle varie comme... Elle diminue, hein? Moins ici... Oui. Ça vous choque pas le plus? Moins dt? Eh ben non. C'est bien un plus. Mais que vaut dt? La dt est négative. Du coup, c'est négatif. La différentielle de la température est négative, parce que la fonction est décroissante. D'accord? Donc c'est pas du tout une erreur, c'est simplement qu'une différentielle, ça a un signe. Donc avec d de t est négatif ici, puisque c'est un refroidissement. Ok? Et la pression ne varie pas. Donc la transformation, d'abord on précise sa nature. Le volume, on peut considérer qu'il est isochore. Le volume d'un liquide varie très très peu avec la température, donc quasiment isochore. Ça se contracte un tout petit peu, mais quasiment pas. C'est à la même pression, donc on peut dire que c'est isobar, isochore, isobar. J'écris le premier principe. du égale delta W plus delta Q. Et si c'est isochore, il n'y a pas de travail des forces pressantes. Et puis il n'y a pas d'autres travaux ici. Donc il n'y a que du transfert thermique. Ah, comme c'est isobar, on pourrait utiliser H aussi. Delta WU plus delta Q. Il n'y a pas d'autres travaux, donc ça serait delta Q. Donc on arrive à la même chose. du égale dH égale delta Q. Et oui, c'est une phase condensée, donc du c'est dH. Donc, autrement dit, H, c'est pas la peine de s'embêter avec. du, c'est très bien. du égale delta Q. Voilà le premier principe. La variation de l'énergie interne de la tasse de café et de son contenu égale le transfert thermique avec le milieu extérieur. du, on me donne la capacité thermique. J'ai une formule, du égale C dt, ou MC massique dt, mais ici, c'est pas un C massique, puisqu'il est en joule par Kelvin, donc c'est C dt. Et le delta Q, eh bien, c'est celui qui vous est donné par l'énoncé, c'est la puissance de fuite fois dt. C'est moins A, T moins T extérieur dt. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le transfert thermique est proportionnel à l'écart thermique et proportionnel à la durée, avec un petit a, coefficient de proportionnalité. Il faut garder les unités, vous en utilisez une unité de A, qui est forcément en joule par Kelvin et par seconde pour neutraliser les Kelvin et les secondes à droite, puisqu'à gauche, on a des joules. Donc je connais du du système, et je connais delta Q, puisque on me donne son expression.
j'égalise les deux. C dt, du, égale delta Q égale moins A, T moins T extérieur dt. Et ça, c'est quoi mathématiquement ce truc-là? C'est une relation qui lie dt une différentielle de la température avec dt la différentielle du temps. Autrement dit, si on mettait le dt en dessous là-bas, et là vous reconnaissez, c'est quoi? Une équation différentielle. Bah oui, une équation différentielle du premier ordre avec la fonction t et sa dérivée première. L'équation différentielle du premier ordre, c'est bon, c'est faire. Alors éventuellement, on peut la mettre sous une forme un peu différente. On peut passer tout à gauche, ou plutôt peut-être que moins à t. Voilà. Passer le t à gauche, laisser le t extérieur. Non, pour l'instant, j'avais tout mis à gauche. Tout mis à gauche. J'ai divisé par a. Pourquoi? Pour isoler la variable t. Et puis, finalement, le t extérieur, je m'aperçois comme c'est une constante, je le balance à droite. Ah voilà. T plus C sur A dt sur dt égale T extérieur. C'est une équation différentielle du genre Y plus A Y' égale B. C'est bon, vous savez faire en maths. Et puis là, on a une température, là, on a un temps. Donc C sur A est forcément homogène à un temps. Ah ben, appelons-le taux, constante de temps. Et là, vous avez la forme classique d'une équation différentielle de physique du premier ordre. T plus taux dt sur dt égale constante, T extérieur. Je vais vous laisser 5 minutes à peu près pour résoudre l'équation différentielle.
Alors, je ne sais pas où vous en êtes. Est-ce que vous avez grand T à l'instant T ou pas encore? Il faut encore deux petites. Je vous laisse encore un peu de temps. F exponentielle de moins t sur taux. Alors, il va y avoir effectivement une exponentielle moins t sur taux. Donc, on reconnaît l'équation différentielle de premier ordre avec un second membre. Alors, la solution générale, c'est une solution d'équation homogène sans second membre plus une solution particulière. On peut commencer continuellement par la solution particulière, c'est le plus facile. T de P plus taux T de TP sur dt égale T extérieur. Le second membre est constant, donc la dérivée de la solution particulière vaut 0. Donc TP égale T extérieur. Voilà la solution particulière. Et puis de l'autre côté, la solution de l'équation homogène, c'est lorsqu'on enlève le second membre, 0. On sépare les variables. Donc dt sur grand T égale moins d de petit t sur taux. On intègre sans borne, parce que c'est une solution partielle. Donc ln de grand T égale moins t sur taux plus constante. On passe à l'exponentielle. Exponentielle de k, c'est une autre constante que j'appelle grand A. A exponentielle moins t sur taux. Caractéristique d'un régime transitoire qui dure quelques taux, 5 taux. Donc, la solution d'équation homogène plus la solution particulière. Température, température, donc grand A est forcément homogène à une température, et l'exponentielle n'a pas d'unité. Ça va pour ça? Donc il nous reste à trouver grand A. Ça, on a les conditions initiales. À l'instant initial, je connais la température qui vaut 91 degrés, que j'appelle T0. Et j'applique mon équation, enfin ma solution, A exponentielle de 0 plus T extérieur, c'est-à-dire A plus T extérieur. Conclusion, A égale forcément T0 moins T extérieur. Que je remplace. Et voilà ma solution. T à l'instant T vaut T extérieur plus une solution transitoire. T0 moins T extérieur exponentielle moins T sur taux. Alors, je vérifie que c'est homogène. Température, 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 exponentielle sans unité. Ok, ça va. Je vérifie qu'à l'instant 0, je retrouve bien ma température initiale. Donc, en remplaçant T par 0, je vérifie, les T extérieurs sont bons. Oui, je trouve bien T0. Je vérifie que si là j'attends longtemps, j'obtiens quelque chose de physiquement acceptable. Si j'attends longtemps, l'exponentielle disparaît. La limite vaut 0. Et donc j'obtiens T extérieur. Bah oui, si j'attends longtemps, le système atteint la température du milieu extérieur. C'est évident. C'est cohérent, en tout cas. Donc on passe de T0 à T. Oui. J'ai pas entendu la question. C'était parce que pour moi, pour la solution particulière, moi j'ai trouvé, j'ai posé que t était une constante, c'était égal à a, et que a est égal à t extérieur. Du coup, moi je trouve t de petit t est égal à a exponentielle de moins t sur taux moins t extérieur. Plus t extérieur. Plus T extérieur. Bah, c'est ce que je vous ai dit là, non? Ah oui, non, c'est moi qui ai rajouté un moins. Ouais, non, bah, désolé. Ça va?
Ouais. Donc la solution transitoire qui va disparaître et la solution particulière qui va se maintenir. Donc la température tend vers T extérieur quand on attend longtemps. Ok. Hein, donc ça, je vous rappelle, ça s'appelle les conditions limites. Donc l'homogénéité et les conditions limites, alors tout va bien. Alors éventuellement, on aurait pu résoudre de façon différente en repartant de cette équation différentielle. Donc je vous propose une autre façon de faire. Et de voir que c'est séparable en fait ça. On peut séparer les variables, la température sur T moins T extérieur. Les variables sont séparées. On peut remarquer qu'à gauche, il n'y a pas d'unité, puisque c'est une température sur une température. Donc là, c'est un temps sur un temps. Donc C sur A, c'est un temps, que j'appelle taux. Et ensuite, j'intègre directement avec les bornes, entre 0 et T, donc entre T0 et T de T. Et je trouve exactement la même chose. C'est une méthode un peu différente. Je vous mettrai le corrigé, hein, on ne va pas passer trop de temps dessus, parce que je voudrais continuer. Mais on n'est pas forcément obligé de résoudre par la méthode précédente. Alors, la représentation graphique, où je vous laisse peut-être 2 minutes, si je vous laisse quand même 2 minutes pour voir ça, et puis après on n'a plus grand chose à faire en fait. Donc la représentation graphique, c'est une exponentielle décroissante. Donc comment est-ce qu'on fait ça? C'est un régime transitoire, donc on sait faire ça. On met taux, 5 taux, alors pour l'instant on peut le mettre de façon arbitraire, hein, et puis on fera les calculs après. Donc on place taux, on place 5 taux. En 5 taux, on sera T extérieur 18,5. On met l'instant initial à 91 degrés. On place la tangente à l'origine qui va couper l'asymptote, donc la T extérieure 18,5 à l'instant taux. D'accord, la tangente à l'origine coupe l'asymptote en T égale taux. Et ensuite, on s'appuie sur l'asymptote. À taux, on est déjà descendu à moins que la moitié, à 0,37 de l'écart. Donc on est à moins que la moitié. Et ensuite, une exponentielle décroissante qui atteint l'asymptote en environ 5 taux. Alors maintenant qu'on sait comment varie la température, si je vous donne la température à un instant quelconque, donc c'était à 10 minutes, je crois, eh bien on est capable d'en déduire le petit a. Donc comment est-ce qu'on fait? Le petit a, il est dans le taux, donc il faut d'abord isoler ce que c'est que taux. Donc il faut d'abord isoler l'exponentielle. Une fois qu'on a isolé l'exponentielle, on passe au log. Et taux, on avait dit, c'était C sur A, donc sur taux, c'est A sur C. Et j'en déduis A. Donc là, en fait, c'est une grandeur expérimentale. On ne peut pas la prévoir comme ça. On peut pas la. Oui, il n'y a pas de formule théorique. On déduit de la courbe expérimentale la valeur de A. Et du coup, j'en déduis taux. Et du coup, je le mets sur le graphe. Donc de l'ordre de 15 minutes. Et 5 taux de l'ordre de 1h15. Et une fois que je connais A ou taux, eh bien, je peux prévoir combien de temps il faut pour atteindre telle température. Par exemple, pour atteindre 20 degrés, il faudrait à peu près 1 heure. Donc si je regarde, au bout de 1 heure, expérimentalement, moi j'avais un peu plus que 20, j'avais plutôt 25. Donc ça veut dire que ça ne marche pas tout à fait avec ces calculs. Donc ça veut dire que le modèle que j'ai choisi, il n'est pas tout à fait, il n'est pas parfait. Et donc, qu'est-ce qui se passe
avec la tasse de café à 91 degrés au début, eh bien ça fume. Ça fume, ça veut dire qu'en fait, il y a de la vapeur d'eau. Enfin, il y a de l'eau qui s'en va de la tasse. Donc il y a une vaporisation. Cette vaporisation est exothermique et endothermique, pardon, elle consomme de l'énergie. Donc la tasse de café se refroidit plus vite qu'on ne pensait au début. Du coup, comme ça, on ne l'a pas pris en compte dans nos calculs, évidemment, ça ne matche pas très bien, quoi. L'ordre de grandeur est correct, il faut environ 1 heure pour atteindre 20 degrés, mais en fait, il faut un peu plus. Ça se refroidit trop vite au début, et après, ça suit à peu près l'exponentielle, et pour atteindre 20 degrés, il faudrait plutôt 100 minutes. Ouais, donc en fait, il y a quand même un écart assez important. Oui. Non, c'est plus complexe que ça, parce que si ça se refroidit plus vite, le gradient thermique diminue, et le refroidissement ultérieur va être plus lent. Enfin, c'est pas si simple. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on pourrait refaire l'expérience en mettant une tasse de café avec quelque chose par-dessus pour empêcher les pertes de matière. Donc, un couvercle parfaitement hermétique et juste le thermomètre à travers le couvercle. Et là, je pense que ça marcherait beaucoup mieux. Donc, je n'ai pas encore fait cette expérience. Vous pourrez vous amuser à la faire chez vous, c'est pas difficile. Il suffit d'un thermomètre et vous rajoutez un couvercle en plastique avec juste un petit trou. Vous pourrez regarder si ça suit bien une loi exponentielle décroissante. Oui. La température extérieure est à 18,5 et j'ai pas eu la patience d'attendre 18,5, ouais. Ouais, il aurait fallu peut-être, je sais pas, 150 minutes. Ouais. Donc, pour vous montrer que les phénomènes thermiques, les transferts thermiques, c'est lent. Et pour atteindre l'équilibre thermique, il faut des durées extrêmement grandes. Alors, on pourrait imaginer un exercice où on fait l'inverse, on met une bouteille de champagne au frigo. Donc vous prenez votre bouteille de champagne à 20 degrés, vous la mettez dans le frigo à 6 degrés. Combien de temps il faut pour que la température de la bouteille de champagne atteigne 6 degrés? Et en fait, c'est pareil, c'est un refroidissement. Et donc, ça suit une loi identique, une exponentielle décroissante. Voilà des exemples concrets d'application de la thermodynamique. Je vais vous poster les corrigés peut-être. Oui, volontiers. Ok. Demain, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer le cours. Du coup. Ou alors on fait que du TD. Ah. Non, je pense qu'on va faire un peu les deux. Parce que les cours d'1 heure, je pense que c'est un peu lourd. Donc je pense oui, je vous dirai ça demain matin, mais je pense qu'on va faire l'exercice 5 du TD. Donc ça, vous pouvez le préparer. Et puis du cours sur les machines thermiques. Et bien voilà. C'est tout pour aujourd'hui. À demain.